Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes donc trois intervenants pour animer cet atelier là d'une demi-heure plus un quart d'heure donc consacré à la réponse donc à vos questions que nous aurons, j'imagine, suscité. Donc, pour intervenir sur, comme vous le voyez, donc sur les critères de choix du statut juridique. Donc, je me présente en un mot. Donc, on est trois, je vous l'ai dit, à intervenir. Et donc, moi, donc Régis Morène, expert comptable, donc qui représente aujourd'hui l'ordre des experts comptables de Bretagne et les 820 experts comptables qui sont à votre service pour vous accompagner au quotidien dans la gestion de votre entreprise. Moi, je me présente, Guillaume Guillier, je suis avocat chez TGS France Avocat. Je représente ici les avocats, le barreau de Rennes. Et bonjour à vous, Tanguy Catou, notaire à Rennes. Et on va donc, à notre trio, essayer de vous présenter de manière la plus complète et large les critères donc, du choix juridique pour votre société. Peut-être essayer de vous approcher à ce moment-là, parce que c'est vrai que plus vous êtes au fond, plus vous avez l'écho du reste de la salle. Alors il n'y a peut-être pas de chaise pour tout le monde, mais n'hésitez pas à venir en avant. Merci en tout cas de votre participation nombreuse. Alors sur ces critères juridiques, on a besoin quand même d'être, vous allez le comprendre assez vite, on a besoin d'être trois pour en parler sur les trois professions, avocat, expert comptable, notaire, puisqu'on va essayer de balayer, bon, succinctement évidemment, mais balayer en fait ces critères de choix qui vont être importants pour vous dans votre cheminement de création d'entreprise. Parmi les critères de choix, eh bien, il y a l'activité que vous allez créer ou reprendre. Donc, vous savez, il y a certaines activités qu'on appelle réglementées. Par exemple, expert comptable, avocat, notaire. Et d'autres professions sont aussi réglementées et vous ne pouvez pas utiliser la forme juridique que vous voulez. On a noté ici pour les personnes qui ont un débit de tabac, donc souvent soit un bar attaché avec un débit de tabac ou de la presse avec un débit de tabac, eh bien, à partir du moment où le débit de tabac, c'est une activité qui est contrôlée par l'État, qui veut vérifier la qualité des personnes qui sont chargées de distribuer ces produits. Donc, il faut avoir soit on l'exerce à titre individuel, soit si on prend une société, c'est forcément une SNC, société en non collectif. C'est une forme assez rare dans le panel des sociétés qu'on utilise dans nos activités, mais on la trouve notamment dans l'activité de tabac, puisque la particularité de la SNC, on peut en dire un petit mot, société en non collectif, c'est que tous les associés sont commerçants. Donc ça veut dire qu'ils doivent être tous majeurs, par exemple, et ils sont commerçants, c'est-à-dire qu'ils engagent leurs responsabilités personnelles sur l'intégralité de sur l'activité et donc l'intégralité de leur patrimoine. Donc ils ne peuvent pas bénéficier du statut classique et beaucoup plus répandu des SARL ou des SAS, voire aujourd'hui donc des limitations de responsabilité qu'on peut retrouver dans les entreprises individuelles. Avec la SNC, vous ne pouvez pas limiter votre responsabilité, donc tout votre patrimoine va être engagé. Donc c'est important à savoir au moment où soit vous avez entendu parler de la SNC et ça vous paraît la bonne idée, soit parce que vous dites je veux vraiment m'engager sur la reprise d'un débit de tabac. Et là, il faut qu'on attire votre attention sur cette responsabilité. Tu veux peut-être compléter ? Ouais, tu veux compléter ? Bon, je vais juste parler civil. Un critère de choix aussi, c'est est-ce que votre activité sera civile ou commerciale ? Puisque donc, si vous faites une activité commerciale, vous exercez du commerce, l'achat-revente, ce genre de choses, vous êtes obligé d'avoir une activité commerciale, une société commerciale ou une entreprise commerciale. À l'inverse, vous avez peut-être entendu parler de la SCI pour faire de la location. Là, vous êtes sur une activité civile, donc le choix de l'activité a un impact sur la structure, sur la forme juridique que vous allez choisir. Voilà. Dès lors que vous faites une activité de commerce, il faut passer sur une société commerciale ou une entreprise commerciale. Si vous faites une activité commerciale sur une entreprise civile, il y a un fort risque de requalification et donc ça a un impact fiscal et juridique assez important. Voilà.
Voilà, donc et puis tu évoquais effectivement les activités donc civiles. Pour ceux d'entre vous qui allaient développer des projets agricoles, effectivement, il y a d'autres types de sociétés dans le domaine agricole également bien spécifiques, dédiées avec des avantages attachés au régime agricole. Donc c'est là où il y a nécessité forcément de venir nous rencontrer, donc experts comptables, mais donc notaires et avocats, pour bien choisir le statut adapté. En résumé là-dessus, et vous allez le voir sur cette demi-heure que l'on passe ensemble, en fait, deux statuts juridiques possibles. On a évoqué pas mal de structures déjà sociétaires, mais finalement, on est en société ou en entreprise individuelle, qu'on aura l'occasion de développer. Oui, parce que, comme le dit Régis, un des principaux critères du choix, au-delà des activités qu'on a évoquées tout de suite, c'est qui va réaliser ce projet d'entreprise. Est-ce que vous faites un projet en solo ou est-ce que c'est un projet collectif? Et évidemment, le nombre de personnes qui vont participer au projet vont aussi commander ou participer du choix de la forme à retenir. Si on réalise un projet en solo, en individuel, donc on a le choix d'une non-forme sociale qui est l'entreprise individuelle, puisque ça n'est pas une société. Et ou si vous souhaitez avoir une société, pour différentes raisons, et on va pouvoir l'expliquer aussi sur les questions fiscales et sociales tout à l'heure. Le URL, qui est donc c'est la SARL à associé unique, c'est la société qu'on peut organiser en étant seul associé, comme la SASU, c'est-à-dire la SAS à associé unique. Et donc dans ces sociétés-là, donc ce sont des sociétés commerciales, donc par rapport à la première limitation ou délimitation qu'on a faite tout à l'heure, les activités civiles, les activités commerciales. Là, on a des sociétés commerciales qui peuvent... Donc, quand on dit commercial, c'est large, c'est-à-dire que ça englobe les activités artisanales, commerciales et industrielles. Les activités civiles étant les activités en général réglementées. Donc, nos activités à nous sont des activités dites civiles. Vous rajoutez autrement un certain nombre de professions réglementées, comme les architectes, les géomètres experts. Certains bureaux d'études sont qualifiés d'activités civiles. En fait, les activités, quand vous êtes en société civile, par exemple, vous ne pouvez pas être seul associé. Donc, vous ne pouvez pas lancer une activité d'expert comptable sous forme de société civile ou d'architecte sous forme de société civile en étant seul associé. Il faut être obligatoirement au moins deux. Si vous avez donc une activité commerciale au sens large, eh bien vous pouvez choisir le mode sociétaire et utiliser la forme SARL associé unique ou SAS associé unique avec on va voir tout à l'heure, et plutôt Régis, développer les conséquences au niveau fiscal et social. Si vous êtes à plusieurs pour faire votre projet, eh bien vous pouvez utiliser, encore une fois, si c'est une activité civile, la forme société civile. Si c'est une activité commerciale, au sens large, SARL ou SAS. Il existe, on l'a vu tout à l'heure, la SNC, qu'on ne peut pas faire non plus à titre individuel. Il faut être plusieurs associés pour une SNC. Il existe aussi d'autres formes beaucoup moins répandues, au niveau des activités qu'on peut mener, notamment en création d'entreprise. C'est les SA, les sociétés anonymes. On va pas en parler ce matin spécifiquement. Et puis vous avez aussi les sociétés en commandite, mais ça c'est encore plus rare de plus rare. Donc vraiment, les formes les plus importantes qu'on retrouve, SARL et SAS. Et ce qui est très, très intéressant avec ces deux formes sociales, c'est qu'on peut commencer en solo et accueillir des associés au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise. Ou inversement, faire le projet à plusieurs au départ, et on peut perdre des hommes ou des femmes en route et se retrouver seul après. Mais ça n'aura pas de conséquences sur la poursuite d'activité de l'entreprise, enfin au-delà de la perte des hommes ou des femmes ou de l'arrivée d'hommes et de femmes nouveaux dans cette entreprise. En tout cas, elle va garder sa structure, son habit juridique, fiscal, social, qu'on pourra faire évoluer, mais on va la conserver. Ce qui est beaucoup moins évolutif avec l'entreprise individuelle. Si vous partez sur un projet en solo en entreprise individuelle, si le projet un peu défaillant par moment, si le projet se développe, vous serez obligé de transformer votre
statut juridique d'entrepreneur individuel vers une forme de société, ce qui sera un peu plus onéreux, un peu plus compliqué au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise. Je veux juste compléter une chose sur donc la différence entreprise individuelle et société. L'entreprise individuelle, on ne crée pas de personnes morales différentes. C'est vous, entrepreneur, votre entreprise. Donc forcément, on est seul. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une deuxième entité de créer. Une société, on vient créer ce qu'on appelle une personne morale. C'est une entité juridique propre qui a son propre compte bancaire, sa propre existence, qui est vraiment distincte de l'entrepreneur. Lorsqu'on est en entreprise individuelle, c'est vraiment la tête de l'entrepreneur qui porte tout, alors que lorsqu'on crée une société, elle est distincte, autonome des personnes qui la créent. Oui, ce qu'on peut rajouter effectivement, c'est tu l'as évoqué, c'est évolutif. Donc tu as évoqué les coûts de transformation lorsque par exemple vous commencez donc en entreprise individuelle, mais donc lorsque vous nous rencontrez et donc notamment en phase de commentaires de bilan, on évoque ces points-là, la réussite de votre entreprise, votre stratégie de développement également, et qui nécessite parfois des modifications donc juridiques. Et ça, on maîtrise effectivement et on vous accompagne dans ces matières. Donc rien n'est figé en fait dans nos métiers. Donc vous pouvez commencer, tu l'as très bien évoqué, Tanguy, en entreprise individuelle, se transformer donc en société. Vice versa, c'est un peu plus rare, ça effectivement. Mais donc voilà, rien n'est figé. J'ai dit, pour résumer, il y a deux statuts juridiques possibles. Entreprise individuelle avec ce nouveau statut qui a été donc mis en place l'année dernière, oui, donc au mois de mai l'année dernière. Tu pourras peut-être en dire un mot là-dessus sur cette protection accrue de l'entrepreneur individuel, avec une nouveauté qu'on va donc évoquer juste après sur la fiscalité. Pour résumer, entreprise individuelle ou société, voilà les choix qui s'offrent à vous. Voilà, et donc je vais te relaisser la parole pour la reprendre peut-être juste après, mais sur la fiscalité. Donc c'est un critère de choix pour vous, la fiscalité, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, et avec cette nouveauté qui nous a été donnée donc l'an dernier, avec cette possibilité d'opter à l'IS donc pour les entrepreneurs individuels. Donc qui change quand même l'analyse que l'on peut avoir sur votre statut juridique de départ. Sur le risque, comment sur le risque? Ouais, le risque et puis sur la possibilité. C'est vrai que quand on est sur une SARL ou une SAS, l'avantage c'est qu'on a une responsabilité limitée. C'est-à-dire que dans une SARL ou dans une SAS, on va apporter de l'argent à la société ou apporter du matériel. Et le risque, c'est de jamais retrouver ce qu'on a apporté. Mais si la société fait faillite, qu'il n'y a plus rien pour payer les créanciers, on n'ira pas vous chercher personnellement sur vos biens personnels, sauf s'il y a une faute de gestion ou si vous êtes porté caution personnelle sur telle ou telle dette. Donc ça, c'est une sécurité pour vous en société. L'entreprise individuelle n'avait pas vraiment cette sécurité-là jusqu'à très récemment. On pouvait avoir une EIRL avec une notion de patrimoine affecté, mais c'était assez bancal. Là, désormais, le I, l'entreprise individuelle, c'est pas équivalent à la sécurité d'une société, mais a cette responsabilité un petit peu plus limitée de l'entrepreneur sur ses dettes. Donc oui, sur les dettes de l'entreprise, qui peuvent être distinctes des dettes de l'entrepreneur. Donc ça, c'est une première sécurité. Et ce statut donc, a été changé en 2022, a permis également donc, de l'entreprise individuelle, la fiscalité de l'entreprise individuelle a été modifiée. On peut désormais avoir une entreprise individuelle à l'impôt sur les sociétés qui vient un peu vraiment assimiler l'entreprise individuelle à l'impôt sur les sociétés à une EURL qui elle-même peut être un impôt sur les sociétés. Donc voilà, donc sur cette fiscalité donc que tu évoques, c'est ce choix qui s'opère donc sur différents angles de vue. Donc d'abord donc la fiscalité, donc avec le choix qui s'opère entre l'imposition des revenus en entreprise individuelle sur l'intégralité de ses revenus, donc recettes moins dépenses égale bénéfices. Dès lors où j'ai pas choisi la micro-entreprise qu'on pourra évoquer si vous le souhaitez sur les questions.
Mais donc, le bénéfice égale donc recette moins dépenses égale donc bénéfice à déclarer, donc ce qu'on appelle le régime de la transparence fiscale. Ce que je retire de mon entreprise est à déclarer. Ça, c'est le régime de l'impôt sur le revenu, que je prenne ou que je ne prenne pas donc ces revenus. Or, dans la plupart du temps, enfin la plupart des cas, on laisse de l'argent dans son entreprise, et ce qui peut paraître pénalisant. Je pèse mes mots, ce qui peut paraître pénalisant, ça ne l'est pas systématiquement. Pour autant, je gagne 30 000 euros, je prends 18 000 euros, 1 500 euros de salaire par mois. Eh bien, j'ai 12 000 euros que je laisse dans l'entreprise qui vont quand même être imposés à titre personnel, imposés à l'impôt sur le revenu et taxés aux cotisations sociales. Et donc là, vous vivez ça en règle générale comme une injustice. Donc ça, c'est certain. Je laisse de l'argent dans mon entreprise, je suis imposé dessus, c'est pas normal. Donc on a effectivement cette possibilité que tu as évoquée d'opter donc pour le régime de l'impôt sur les sociétés, qui va faire qu'on va bloquer l'imposition à titre personnel. Donc sur les 18 000 euros que j'ai pris de salaire, je vais payer mes charges sociales sur les 18 000 euros que j'ai pris de salaire. En revanche, mon entreprise individuelle, ou c'est le même cas pour l'EURL ou la SARL, donc régime travailleur indépendant, qu'on va exposer juste après, eh bien, donc la société, elle, va payer son impôt, ou l'entreprise individuelle va payer son impôt sur les sociétés, sur les 12 000 euros restants. Donc voilà, donc on dissocie, donc on rentre dans l'opacité, en fait, c'est une règle fiscale. C'est la société paye son impôt et le dirigeant paye lui-même son impôt sur ses rémunérations. Et donc là, c'est un critère de choix, ce sont des calculs systématiques faits lorsque nous réalisons l'étude prévisionnelle, votre étude prévisionnelle d'installation. Nous réalisons ces calculs pour vous. Vient se greffer, j'ai parlé de plusieurs angles, et notamment le deuxième, qui est l'angle des cotisations sociales, de l'exonération des cotisations sociales, donc les premières années, la première année d'installation, ou le bénéfice de, si vous êtes indemnisé donc par Pôle emploi, le bénéfice de l'ARE ou de l'ARS. Et là, effectivement, ça nous emmène sur des choix, c'est le maintien de ces indemnités Pôle emploi peut nous emmener sur le choix juridique opéré et le choix fiscal également opéré qui va avoir une implication sur l'appréciation des revenus que prend en compte Pôle emploi pour maintenir ou pas donc l'indemnisation Pôle emploi. Sur le statut, ouais. Donc alors à moins que tu veuilles intervenir, mais c'est encore de mon domaine. Du coup, sur le choix, alors là aussi, je vous ai posé une question tout à l'heure. Combien de choix juridiques finalement? Je vous ai dit 2. Mon métier est assez simple puisque vous voyez combien de choix et de statut social en fait que vous pouvez donc, qui s'offrent à vous. Vous le voyez à l'écran, 2. Également. Donc je suis ou travailleur indépendant, donc travailleur non salarié, ou je choisis ce régime que vous connaissez bien jusqu'à maintenant ou juste avant de vous installer à votre compte, c'est dire le choix du statut salarié qui peut paraître très rassurant. Là aussi, je pèse mes mots. Qui peut paraître, mais qui ne l'est pas forcément. Et lorsqu'on franchit le seuil de nos bureaux, de nos cabinets de conseil, souvent vous nous dites je veux être salarié. Et donc, la raison, on pose une question, pour quelle raison vous voulez être salarié? Je veux avoir l'assurance chômage, bénéficier de l'assurance chômage si ça doit mal se passer malheureusement. Et donc, je vous dis, malheureusement, si ça se passe mal, vous n'aurez pas le droit à l'indemnisation chômage, y compris si vous choisissez le statut salarié, que vous voyez à l'écran. Et là, vous me posez la question, dans ce cas-là, à quoi ça sert de choisir ce statut salarié? Et la réponse souvent qui fuse, c'est la réponse est dans votre question. Souvent, ça ne sert à rien d'aller sur un statut salarié. Là aussi, il faut tempérer ce que je viens de dire aussi, malgré tout, puisque ça va dépendre. Le choix de votre statut social
peut dépendre de votre histoire, de votre historique en termes de retraite, notamment des trimestres accumulés, donc des 25 meilleures années qui ont été effectuées ou pas, si vous êtes au début de votre carrière. Donc voilà, donc c'est tout un tas de critères là vraiment un peu plus précis qu'on va analyser ensemble pour vous orienter ensuite sur le meilleur choix. J'ai fait autrement un calcul, même si ce n'est pas le seul critère de choix sur cette partie-là sociale, c'est bien entendu le critère du coût. Et à salaire égal, net, entre un dirigeant salarié et un dirigeant non salarié, travailleur indépendant. Donc on est donc sur le travailleur non salarié à l'URSSAF. On est travailleur salarié à l'URSSAF. Vous voyez la différence très très minime. D'un côté, je suis travailleur URSSAF, donc régime des indépendants, et régime des salariés. Eh bien, l'écart sur un salaire de 3 000 euros, je l'ai fait là donc sur 3 000 euros. Pensez que ce que je vous dis là est proportionnel au salaire à peu près que je vais donner. Et bien sur un statut TNS, donc travailleur indépendant, donc le statut donc mensuel pour un salaire net de 3 000 va vous coûter avec une protection sociale à peu près identique. Je vais en redire un mot, 4 600 euros. Là où un statut salarié, salaire net, je répète, 3 000 euros, va nous coûter 5 500 euros. Donc, à protection sociale à peu près équivalente, eh bien, j'ai un écart de 11 000 euros à l'année. Donc, vous voyez, ça fait réfléchir, ça vous fait souvent prendre la décision, là, à vrai dire, sur ce ratio-là. Donc, voilà. Quand je dis à peu près équivalent, un statut salarié, on est un peu plus protégé en termes de maladie et de prévoyance. Et donc là, j'ai intégré dans mes calculs le choix d'une couverture sociale complémentaire, dite dans notre jargon Madelin, la protection Madelin complémentaire, qui me permet de compléter mon niveau de couverture et d'arriver cependant à donc à un même niveau de couverture approximatif, sauf peut-être en termes de retraite. Mais sur les 11 000 euros de gain que j'évoque, bien, je peux très bien mettre ce gain, cette optimisation en fait sur le statut social sur un placement retraite complémentaire qui vaudra bien des placements, quoi, ça c'est certain. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le statut TNS salarié, critère de choix important ô combien pour vous. Et dans la majeure partie des cas, parce que je pense qu'on partage le même avis là-dessus, on réussit à vous emmener sur le statut TNS. On est tous les trois statuts TNS. Ouais, donc voilà. Et vous voyez, on est bien vivant. Hein. Peut-être rajouter un petit mot là-dessus aussi en complément dans l'analyse que va faire l'expert comptable dans le prévisionnel pour le choix juridique. Il faut intégrer votre situation familiale. C'est-à-dire qu'on parle de vous en tant qu'entrepreneur, mais il faut regarder la situation de votre conjoint, de votre partenaire. Et donc, la protection sociale, on l'a à titre perso et on peut aussi, pour optimiser les coûts en fonction de la situation de son conjoint, être affilié ayant droit de son conjoint pour générer des économies. Donc, c'est pas à négliger dans les questions que vous avez à poser ou les questions que les professionnels ont à poser quand ils vous reçoivent. Il faut s'intéresser à votre projet, évidemment, mais aussi à votre environnement. Est-ce que vous êtes en solo? Est-ce que vous êtes marié, pacsé? Est-ce que vous avez des enfants? Et donc, le niveau de protection sociale va découler de votre situation personnelle. Peut-être, on peut passer au tableau qui synthétise un petit peu les deux sujets fiscaux et sociaux qu'on a évoqués tout de suite. Donc vous voyez, l'entreprise individuelle, comme il n'y a pas de forme sociale, il n'y a pas de capital social. En revanche, dès qu'on va passer sur les deux colonnes de droite, les sociétés, que ce soit SARL ou EURL, qui est la SARL avec associé unique, ou la SAS ou la SASU SAS avec associé unique, là, il n'y a pas de capital social, mais il faut un capital. C'est-à-dire que ce qui identifie la société, la forme sociale, c'est de lui donner un capital social. Alors, en théorie, on peut mettre un capital de 1 euro. Ça ne va pas forcément rassurer vos partenaires, mais sur le papier, c'est possible. On a évoqué tout à l'heure le nombre d'associés, donc le nombre de personnes parties prenantes au projet.
Donc on a bien la réponse dans la colonne EI où c'est une seule personne. Autrement, le nom aurait un petit peu de mal. Et pour les SARL ou les SAS, il faut être au moins un. Et on a pour l'une une limitation jusqu'à 100 associés. Donc le projet s'est bien développé. Et en SAS, il n'y a pas de limitation. En revanche, la contrainte qu'on a avec la SAS, c'est dans quelques années, vous ne pouvez pas faire appel public à l'épargne. Donc, vous ne pouvez pas aller en cotation. Donc, vous pouvez avoir 1000 associés, mais ce n'est pas une société cotée en bourse. Ça viendra. La responsabilité, ça a été évoqué, expliqué tout à l'heure, la limitation aux apports. Donc, avec l'absence de limitation, mais pour l'entreprise individuelle, mais la création du patrimoine professionnel depuis la loi de entrée en vigueur en 2022. Donc c'est encore un petit peu technique parce que c'est une loi récente. Donc elle n'est pas, nous on dit, elle n'est pas polie par les ans et par la jurisprudence et par notre expérience qu'on va se faire aussi au fur et à mesure que les tribunaux vont appréhender l'utilisation de cette entreprise individuelle entre parce que la définition, toi Régis, tu as l'habitude, quand tu as des entrepreneurs individuels, tu leur fais déjà un bilan. C'est pas parce qu'en entreprise individuelle, tout à l'heure on a bien une séparation théorique du patrimoine avec un bilan. Et l'entrepreneur individuel affecte des actifs au bilan de son entreprise. La loi sur les entreprises en 2022 sur l'entreprise individuelle est assez compliquée pour savoir ce que on n'a plus la même liberté d'affectation que l'on avait avant. On pouvait mettre en fait des biens privés au bilan de l'entreprise individuelle. On n'a pas si aujourd'hui un bien n'est pas affecté à l'entreprise, il peut plus être inscrit au bilan. Donc c'est peut-être des choses un peu techniques. C'est un petit peu plus compliqué. Pardon ? Effectivement, c'est très compliqué. Comme tu l'as évoqué, donc la loi a changé donc l'année dernière, et donc sous un vocabulaire que j'apprécie là, donc poli, parlez-en. Elle ne l'est pas encore, donc on n'a pas encore eu suffisamment ou très peu en fait d'arrêts qui peuvent faire jurisprudence et qui donneraient raison ou tort à un entrepreneur individuel qui aurait affecté un bien ou pas affecté un bien à son activité professionnelle. La loi nous dit les biens utiles à l'activité professionnelle font partie du patrimoine d'affectation donc professionnel. Voilà, quand on nous dit utile, ça laisse forcément libre cours à l'appréciation. Et là, c'est les tribunaux qui trancheront donc dans ces cas-là en disant est-ce que le bien était utile à mon activité professionnelle, auquel cas il est gage des créanciers, ou est-ce qu'il ne l'était pas. Et on a, ne serait-ce que le véhicule, en fait, on se pose déjà la question sur le véhicule personnel utilisé pour les biens professionnels. C'est un véhicule personnel, mais utilisé pour les besoins de l'entreprise. Est-ce qu'il est utile ? Et donc, est-ce qu'il est dans le patrimoine d'affectation ou est-ce qu'il est personnel? Puisque lorsque je connais des difficultés financières, j'ai tendance à vouloir le considérer comme personnel. Vous voyez, c'est ce genre de décision que tu évoques donc sur la loi qui est brute et qui n'est pas encore polie par les arrêts de jurisprudence qui ne manqueront pas de tomber sur les années qui viennent. Je ne sais pas si tu peux rajouter... Et les décisions de jurisprudence, c'est-à-dire c'est les décisions que rendront les tribunaux, en premier lieu les tribunaux de commerce, puisque c'est ceux qui seront appelés à statuer sur le gage des créanciers et donc comment les créanciers peuvent aller chercher le recouvrement de leur créance sur votre patrimoine d'entrepreneur individuel. En fait, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'on n'a surtout pas envie que la jurisprudence porte votre nom. Ça veut dire que c'est vous qui êtes en difficulté. Donc, on a envie, nous, en tant que juristes, de manière théorique, qu'il y ait de la jurisprudence pour nous aider à construire notre analyse des dossiers dans le temps. On n'a surtout pas envie que ce soit les clients qu'on a conseillés, ceux qui sont devant nous, dont le nom a donné la jurisprudence. Donc, c'est, voilà. D'où une certaine prudence. Quand on ne connaît pas, on y va un petit peu en posant juste quelques orteils sur le sujet, mais on y va assez prudemment. Alors qu'on est sur des territoires beaucoup plus connus et beaucoup plus sécures avec les formes sociales. Et on a évoqué tout à l'heure qu'on avait des choix de régime social et de régime fiscal. Enfin, je ne veux pas vous dire qu'il ne faut pas aller dans l'entreprise individuelle, mais je veux dire qu'il faut y aller de manière très prudente parce qu'on ne saura pas vous conseiller de manière complète avant quelques années, avant qu'il y ait un corpus juridique qui se crée autour de ça. Ok.
Donc effectivement, donc être très prudent, mais que je rejoins complètement. On a eu ce même cas de figure lorsqu'on a lancé l'EIRL. Les pouvoirs publics ont lancé l'EIRL qui a disparu de facto l'année dernière. Tu l'as évoqué. Eh bien, on allait plutôt sur le conseil de créer une URL. Et donc, ce que tu viens d'évoquer, effectivement, dire, on le connaît depuis 1985, on connaît l'état de la jurisprudence. Donc voilà. Donc, on va plutôt vous orienter vers ce choix sociétaire. On évoquait au tout début aussi le choix d'activité, enfin le choix juridique en fonction d'activités réglementées. À titre personnel, par exemple, dans le bâtiment, c'est sûr que si vous créez une activité dans le bâtiment, je vais vous orienter quasi systématiquement, allez à 100%, sur une création, 99,9, sur une création, une structure sociétaire pour mieux vous protéger, ça c'est certain. Par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, c'est une évidence, et avec les contraintes, les risques pris dans le monde du bâtiment, c'est trop dangereux de s'installer en entreprise individuelle. Je vais juste rajouter que ce soit le capital social ou le patrimoine affecté dans une entreprise individuelle, c'est ce qui vous protège vous, mais en contrepartie, c'est aussi le risque que vous prenez. Donc c'est aussi l'image que vous donnez à vos créanciers de comment vous êtes mouillé dans votre boîte. Voilà, qu'est-ce que vous avez mis sur la table comme engagement. Donc une SAS, on peut la faire avec un capital social d'1 €. Si vous avez un capital social d'1 €, un créancier derrière va pas vous prendre pour quelqu'un de très sérieux. Une banque va vouloir se couvrir en se disant que finalement, si vous faites faillite, elle n'a rien à récupérer. Donc, elle va mettre une caution personnelle, ce qui va venir détourner la responsabilité limitée. Et c'est pareil sur l'entreprise individuelle. Si votre patrimoine professionnel, il n'y a rien d'affecté parce que le véhicule, c'est plutôt un véhicule perso, donc vous l'avez exclu du patrimoine d'affectation. Finalement, le créancier n'a rien pour se sécuriser, pour aller se servir si vous faites faillite. Donc du coup, soit il ne va pas vouloir traiter avec vous, soit il va vouloir prendre une caution personnelle, ce qui aura l'effet complètement inverse de ce que vous aviez espéré faire. Donc cette responsabilité, elle est importante pour vous, elle est rassurante, mais il faut aussi se mettre à la place d'un créancier qui va traiter avec vous. Il faut que vous paraissiez sérieux, et donc c'est via ce capital social ou via ce patrimoine affecté que vous pouvez paraître sérieux. Voilà, donc on a évoqué, je vais peut-être laisser la parole sur le régime matrimonial, combien important. Alors pourquoi je dis ça? Je suis en train de gérer un dossier compliqué quand même en ce moment. Donc installation, alors pensez-y quand même, donc vous êtes en phase d'installation et je te repasse la parole Tanguy, c'est promis. Du coup, sur une séparation que je suis en train de gérer, une installation donc il y a donc une quinzaine d'années, où on évoque ce point, bien entendu, comme on passe donc en revue ce matin, et sur le régime matrimonial. Et lorsqu'on est en phase d'installation, donc la personne déjà mariée sous la communauté, tu en diras un mot, et puis 15 ans, 18 ans après, là, séparation dans le couple. Et là, donc le régime fiscal, matrimonial, pardon, qui prend toute sa mesure et donc son importance à ce moment-là. Donc, je te laisse la parole. En quelques mots, je pense que vous connaissez l'essentiel. Quand vous êtes en marié sous un régime de communauté, ça veut dire que si vous créez votre entreprise après le mariage, l'entreprise va être un bien commun. Donc même si c'est l'entreprise individuelle ou même si c'est une société dont vous avez les parts et vous avez l'essentiel des parts ou des actions, eh bien la valeur va dépendre de votre communauté. Donc le cas de Régis, si je comprends rapidement, c'est qu'en fait l'entreprise a été créée il y a 15 ans, elle a pris de la valeur. On va dire époux 1, parce que comme ça on uniformise le sujet. Époux 1, où il a les parts, époux 2 n'a à 0 part, mais la valeur des parts est à moitié à époux 1 et à l'autre moitié à époux 2. Ce qui forcément, ou très certainement, crée une petite frustration chez époux 1 aujourd'hui qui dit « je suis le seul à avoir travaillé dans cette entreprise et je suis le seul à avoir développé ». Enfin, en résumé, très, très synthétiquement. Si vous avez créé votre entreprise avant de vous marier, donc dans la chronologie des opérations, eh bien même si vous mariez sur un régime de communauté, l'entreprise ayant été créée avant, ce n'est pas un bien commun. Donc en cas de séparation, il n'y a pas à partager la valeur de l'entreprise. Souvent, les gens disent, si on est entrepreneur, il faut qu'on choisisse un régime de séparation pour protéger le patrimoine en cas de difficultés financières. Moi, je dis
que la protection par rapport à la difficulté financière, c'est pas tellement l'essentiel. Tout à l'heure, tu l'as expliqué, c'est surtout la confiance qu'on va donner à nos partenaires en mettant un capital et en développant une activité qui va donner confiance aux partenaires. En revanche, le choix du régime de la séparation, c'est plutôt se protéger en cas de justement de séparation, c'est-à-dire que je n'ai pas à partager la valeur qui aura été créée avec mon conjoint. Il faut plutôt quelquefois les époux qui viennent nous voir en disant on va créer une entreprise, qu'est-ce que vous conseillez? Alors il y en a un qui dit ou une qui dit il faut faire la séparation évidemment parce que s'il y a des difficultés financières, il ne faut pas que la maison soit emportée. Je dis oui, non mais c'est surtout si vous vous séparez parce que voilà, sociologiquement, il y a les mariés qui sont les moins nombreux déjà, ils divorcent. Alors ceux qui ne sont pas mariés, ils se séparent encore plus et on n'a pas de statistiques. Donc c'est surtout avoir en tête les conséquences financières, patrimoniales d'une séparation quand on aura créé l'entreprise et qu'elle a bien fonctionné. Voilà, donc un point sur le statut du conjoint. Donc plusieurs statuts possibles, vous le voyez à l'écran. Donc le statut du conjoint collaborateur, donc un statut qui le moins coûteux, qui offre un certain niveau de garantie, mais pas tant que ça, et surtout donc au niveau retraite depuis quelques années, enfin une quinzaine d'années maintenant, et c'est heureux, enfin le conjoint qui cotise de manière obligatoire donc pour sa retraite. On connaît trop de situations compliquées à gérer au moment de la retraite où le conjoint malheureusement pendant des années n'avait pas cotisé. Au moins les pouvoirs publics ont résolu ce problème, ont corrigé un petit peu d'ailleurs ce point l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc voilà, mais on vous aiguille là-dessus. Autrement, les 2 autres statuts que vous connaissez sont le statut salarié et statut donc associé. Voilà, donc ça, ce sont des points qu'on évoque ensemble lorsque vous êtes concerné, bien entendu. Et au-delà du conjoint, pour travailler dans une société, il faut soit avoir un mandat social, donc être gérant ou président de la société, soit être salarié de la société, soit être sous-traitant. Mais le simple fait d'être associé de la société ne permet pas de travailler. Ça, c'est important parce que souvent, on a des clients qui pensent que mettre leur conjoint associé de la société pour 10%, ça lui donne le droit d'être dans l'entreprise et travailler. C'est complètement faux et en cas de contrôle URSSAF, c'est un travailleur non déclaré. Donc ça, c'est pour ça que le rôle du conjoint ou de l'enfant, par exemple, est important. Le simple fait d'être associé, ça permet pas de travailler. Si demain vous avez des actions dans Carrefour, ça vous permet pas d'aller travailler chez Carrefour. Là, c'est un peu la même chose. Voilà. Le simple fait d'être associé ne vous permet pas d'y travailler. Voilà ce qu'on pouvait dire, je pense, sur le statut juridique. Ouais. Voilà. Et donc maintenant, la parole est à vous. Maintenant, on vous laisse donc quelques minutes pour nous poser donc des questions ou vous apporter des précisions à ce qu'on vient d'évoquer. Bonjour, merci pour votre présentation. Vous avez parlé des conjoints. Qu'en est-il des gens qui sont pacsés ? Je te laisse répondre, Tanguy. Vous avez, avec le choix du régime matrimonial, vous avez aussi, quand vous vous pacsez, vous avez le choix du régime paximonial, si on peut parler ainsi. Enfin, c'est un néologisme. Hein. C'est-à-dire que, normalement, quand vous faites le choix du pax, en mairie ou chez un professionnel, vous allez choisir soit le régime de la séparation de biens, qui correspond un petit peu, si on veut, en simplifiant, à la séparation de biens pour les époux, ou vous avez le régime de l'indivision. L'indivision, ça veut dire que tout ce que vous faites, c'est assez proche de la communauté, tout ce que vous faites pendant la durée du Pacs est réputé appartenir pour moitié aux 2 partenaires, quels que soient les modes de financement. Ce qui est important quand on analyse une situation de Pacs, c'est de regarder quand le Pacs a été conclu, puisque la loi aussi a changé. Alors, historiquement, c'est né en 99, et en 99, quand il est né, à défaut de choix express, il y avait une présomption d'indivision. Donc il fallait avoir coché une case. À l'époque, c'était au tribunal d'instance qu'on se pacsait ou chez un notaire. Donc il fallait cocher la case séparation. Si on n'avait pas coché la case, on était en indivision. Et il y a malheureusement des gens qui ne le découvrent qu'au moment de la séparation, là qui n'est plus papier mais physique. Si je puis dire ainsi.
Et la loi a changé, je ne sais plus si c'est 2001 ou 2005, où on a supprimé la présomption de l'indivision. Donc il faut regarder à quelle date vous êtes pacsé et quelle case avez-vous coché. Bonjour, moi j'ai une question parce que c'est assez flou pour moi la différence entre une entreprise individuelle où on a décidé de payer des impôts sur la société et une société, une SARL, sur la différence entre le gérant et l'entreprise. Différencier les deux au niveau de l'entreprise individuelle ou de la société. Vous avez raison, c'est flou pour tout le monde. La principale différence, c'est vraiment que sur une SARL, on crée une personne morale différente. On crée une structure juridique à part entière, alors que sur une entreprise individuelle, on ne crée rien. Ça reste vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez acheté votre véhicule, vous allez faire votre profession, mais vous n'avez rien créé de séparé. C'est-à-dire que demain, vous ne pouvez pas vous associer avec quelqu'un pour le... voilà, il n'y a pas de séparation entre les. Il y a bien une séparation patrimoniale parce que vous avez affecté quelques biens à votre entreprise, mais c'est tout. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Sur cette notion de séparation, Régis en parlait tout à l'heure avec la comptabilité. Donc, il n'y a pas de personne morale nouvelle. Si vous êtes entreprise individuelle, c'est un peu théorique la personne morale. On apprenait à la fac, on avait un prof qui nous disait on n'a jamais vu serrer la main d'une personne morale. C'est pas possible, parce qu'elle est toujours représentée par une personne physique. Ce qu'on va avoir comme identification, c'est pas Régis en lui-même, mais c'est la comptabilité. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise individuelle, pour détailler et présenter son patrimoine, ce que vous affectez à cette entreprise, ce que Régis a dit sur ce qui doit être utile à l'entreprise, c'est ce qui va être donc à son bilan. Maintenant, ce qu'on a dit, et c'est là où on va être pendant quelques années un peu dans le flou sur le plan juridique, c'est que on avait la vieille notion comptable de l'affectation au bilan, de l'affectation de l'entreprise et donc l'inscription au bilan d'un actif nécessaire à l'entreprise. Aujourd'hui, c'est le critère de l'utilité. Donc, un actif qui pourrait ne pas être inscrit au bilan pourrait être réputé comme dépendre de l'entreprise et donc du gage des créanciers s'il y avait une difficulté. Alors que quand on a une société, comme c'est une personne différente, en fait, là, c'est le droit de propriété qui joue, c'est-à-dire la facture. La voiture, elle a été achetée par l'entreprise. La Régis, il n'a pas tortillé, il la met à son bilan. Si en revanche, elle n'a pas été achetée par l'entreprise, elle a été achetée par vous à titre personnel, elle n'est pas au bilan. Et ainsi de suite. C'est le droit de propriété. Donc c'est un raisonnement beaucoup plus simple pour un juriste. Est-ce que j'ai un titre? Est-ce que j'ai une facture qui dit c'est à vous ou c'est à la société? Quand on est l'entreprise individuelle, c'est pas clair à 100%. On a des éléments juridiques, mais encore une fois, la loi est récente, donc on n'a pas de recul. Je ne sais pas si ça répond un peu plus à votre... Vous avez une voix forte? Là où je veux venir surtout au-delà du patrimoine, c'est sur les impôts à payer, que ce soit pour la société et pour l'individu qui a monté la société. Moi, je prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui va vivre dans un pays autre que la France, dans l'Union européenne, mais qui a une entreprise du coup individuelle avec l'impôt sur la société en France. Est-ce que les impôts sont séparés par rapport, par exemple, au pays où on vit? Ou est-ce que, dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre la société, enfin l'entreprise et l'individu? Quand vous êtes à l'impôt sur le revenu, c'est votre lieu de domiciliation qui va, donc le pays où vous résidez, qui va déclencher l'imposition personnelle. En revanche, si vous avez une société qui est imposée à l'impôt sur les sociétés, ça va être le lieu, l'établissement du siège social qui va déclencher l'imposition. Donc si vous résidez en Belgique, mais que votre société a son siège en France, la société, elle est à l'IS, elle va payer l'IS en France, et vous, sur ce que vous retirez, ce qu'a expliqué Régis tout à l'heure, vous paierez l'impôt sur le revenu belge. Tu veux compléter peut-être ça?
Non, c'est ça. Et puis, entreprise individuelle à l'IS ou SARL à l'IS, pour le coup, c'est la même chose du coup. Ce sera IS français si le siège social est en France, et puis ce sera imposition sur le revenu en Belgique si vous êtes gérant habitant en Belgique ou si vous êtes entrepreneur individuel habitant en Belgique. Monsieur et madame. Mais du coup, je comprends pas bien l'intérêt d'une entreprise individuelle si on a la même chose en EURL. On a moins de protection et quels sont les intérêts en fait? Multiplier les choix possibles. L'intérêt, c'est la simplicité malgré tout. Donc c'est en une demi-heure, je me suis inscrit donc sur Internet et puis je peux voguer là, de mes propres ailes donc et très rapidement en entreprise individuelle. Donc la simplicité qui entraîne aussi de facto un coût moindre également. Donc voilà. Mais c'est la question est bonne effectivement. C'est sûr que c'est un peu plus long de lancer une activité à travers une société puisqu'il faut écrire des statuts, les enregistrer, les déposer au greffe, avoir son cabis, etc. Alors qu'on va un peu plus vite en entreprise individuelle. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est beaucoup moins évolutif. Ça dépend vraiment de votre projet. Et c'est pas du tout un critère, c'est très personnel, donc c'est pas un critère d'analyse de notre part, mais si votre projet, vous considérez que vous allez mener une activité toujours en individuel, que vous n'aurez jamais besoin d'accueillir une autre personne, que vous avez peut-être besoin d'employer 1 ou 2 salariés, mais que le projet va être assez contraint par le nombre de personnes qui vont être concernées, probablement que l'entreprise individuelle peut être un bon choix. Et ça dépend aussi, tout à l'heure tu l'as dit, dans les typologies d'activités. Des activités qui pourront être plus à risque que d'autres. Si c'est une activité de service que vous rendez, de service à la personne par exemple, que vous faites seul, peut-être que vous n'avez pas besoin d'une structure parce que vous n'engagez pas forcément beaucoup d'investissement et vous allez faire ça essentiellement seul. Mais après, voilà. Madame, pardon. Moi, j'aurais voulu savoir quelles sont les démarches pour passer d'une entreprise individuelle à une entreprise individuelle à l'impôt sur les sociétés. Merci. Alors, je peux répondre. Alors, elles sont très simples. C'est une option. Alors, donc, je répète la question. Les démarches pour passer d'une entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu à une entreprise individuelle à l'impôt sur les sociétés, c'est une option. Une option que tu as évoquée tout à l'heure, donc pour l'assimilation à une EURL qui fait que dans les 3 mois du début de l'exercice, il me semble, eh bien je fais cette option, je formule cette option auprès du centre des impôts donc concerné, et puis vous êtes à l'impôt sur les sociétés, votre entreprise individuelle est soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de cette année d'option. Pour en guise d'exemple, donc année 2023, il fallait opter avant le 31 mars 2023 pour être à l'IS sur l'année 2023. Pour 2024, donc il faudra opter avant le 31 mars, pardon. Pas tous les ans. Donc l'option est, alors c'est une bonne question qui m'emmène à dire, c'est une option irrévocable. Donc du coup, on ne peut pas revenir en arrière sur cette option. Donc on y va à pas feutrer avant de formuler définitivement donc cette option. Merci. J'avais une question concernant l'attribution des biens à la société. Tout à l'heure, vous disiez, par exemple, si une voiture a été achetée par la société, elle appartient donc à la société. Elle n'est pas dans le patrimoine personnel. Ça veut donc dire qu'il faut... Tous ces biens doivent être achetés après la création de l'entreprise. Est-ce que pour une entreprise individuelle, on peut avoir du matériel que l'on affecte, qui nous appartient personnellement et qu'on peut affecter après à l'entreprise? Comment ça se passe dans ces cas-là, si on transfère finalement du personnel à l'entreprise? Le patrimoine d'affectation professionnelle dans une entreprise individuelle est évolutif. Donc effectivement, vous pouvez continuer à affecter des biens à votre entreprise individuelle au fur et à mesure de l'activité. D'ailleurs, vous prenez l'exemple du véhicule, votre véhicule sera peut-être obsolète, vous le remplacerez, donc il y aura bien une évolution du patrimoine personnel.
Oui, alors. On va l'inscrire. Alors, tu évoquais l'inscription au bilan tout à l'heure. Ce qui va faire foi, malgré tout, et pour simplifier les choses, c'est dès lors où vous êtes soumis à l'obligation comptable, puisque tout le monde, si vous ne dépassez pas un certain seuil de chiffre d'affaires, vous pouvez très bien choisir de rester en micro-entreprise et de ne pas avoir donc de bilan en tant que tel à produire à l'administration fiscale. C'est ce qui rendra difficile à mes yeux d'ailleurs, hein, quand tu parles de polissage des textes. Ça, c'est vrai que pour les micro-entrepreneurs, ça pourrait être compliqué, cette responsabilité, enfin la qualification de la responsabilité et de ce patrimoine d'affectation. Lorsqu'on est donc en comptabilité au réel, donc je suis en entreprise individuelle, j'ai établi un bilan que je dépose à l'administration fiscale tous les ans, eh bien ce dépôt des comptes à l'administration fiscale va faire office de déclaration de patrimoine d'affectation. Et donc, pour répondre à votre question, vous choisissez d'apporter à votre entreprise individuelle donc c'est bien que vous avez acheté avant votre début d'activité. Eh bien, je vais en tenir compte. Je vais vous demander donc les factures, si elles existent, ou un papier sur lequel vous allez me dire ce dont il s'agit, donc la nature du bien, la description, et puis sa valeur vénale. Et je vais l'inscrire au bilan donc sous cet aspect-là, et il viendra en patrimoine d'affectation, donc de manière quasi automatique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question? Et autrement, il nous reste à vous remercier de votre attention. Et puis, on reste, donc, je rappelle, nos corpus respectifs, notaires, avocats, experts comptables, à vos services pour vous accompagner donc dans vos démarches de création. Voilà, donc bon salon à toutes et à tous.